Vous comptez? Dis donc. Wow. Ça doit être bien ça. Je crois qu'on vient de nous rappeler, de manière, abrupte qu'il était déjà 17h30. Ben, je vous propose de commencer, maintenant. On accueille, Javier Frezan, qui est, depuis 2017 à l'École polytechnique et qui va nous parler de l'inépuisable dilogarithme. Donc, l'exposé commence. N'hésitez pas à poser vos questions à Javier durant l'exposé et aussi après l'exposé. On t'écoute. Oui, merci beaucoup. Donc, je remercie Betty Bay pour l'invitation. Donc, la tâche explicite qu'elle m'a donnée, c'était de chauffer la salle pour l'exposé de Clément Dupont demain, où il va être question de progrès récents vers la conjecture des Saguier. Donc, c'est une conjecture qui dit des choses sur les valeurs spéciales de la fonction θ d'un corps de nombres. Et ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est un peu l'origine de cette conjecture, qui est le cas de la valeur en S égale 2, et qui fait intervenir une fonction spéciale qui s'appelle le dilogarithme. Donc, j'ai prévu un exposé très relaxé, hein, c'est presque veille des vacances. Et en particulier, j'ai prévu un exposé pour les gens qui ne connaissent absolument pas le sujet. OK, donc on va commencer par définir les dilogarithmes. Donc, il est défini par une série entière. Donc, c'est la série entière. Donc, c'est la fonction définie par la série entière. Ça va, c'est à peu près lisible? Oui, c'est lisible. Merci. Donc, elle s'appelle l'I2 de la variable Z. Elle est définie par la série entière 7 puissance n divisé par n au carré. Ils sont sur le disque valeur absolue de Z inférieure à 1, bon, même si elle converge sur les bords aussi. Et donc, les noms dilogarithmes rappellent la série entière très similaire, sauf qu'il n'y a pas les carrés ici. Pour la fonction moins log de 1 moins z, qui est donc toujours sur le disque défini par la série entière 7 puissance n divisé par n. Et juste en regardant les séries, vous apercevez que le dilogarithme, c'est une primitive de cette série entière divisée par 1 sur n. Donc, dans la théorie, le dilogarithme, c'est le premier cas d'une suite de fonctions spéciales qui s'appelle les polylogarithmes et qui vont intervenir dans l'exposé de Clément demain. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est très convenable d'appeler, en fait, plutôt qu'écrire moins log de 1 moins z à chaque fois, cette fonction va s'appeler aussi li1 de z. D'accord? Donc, c'est le 1 logarithme. Et donc, comme je disais, le dilogarithme satisfait à l'équation différentielle dérivée par rapport à z de li2 de z, c'est égal à li1 de z divisé par z. Donc, il y a l'air d'avoir consensus que c'est une fonction qui a été introduite pour la première fois, bon, même si c'est toujours difficile à dire, dans une lettre de Leibniz à Bernoulli en 1696. Donc, je suis allé regarder. Donc, voici la lettre en question. Donc, là, vous voyez le dilogarithme est là, défini par la série entière que j'ai donnée.
Et, et donc, on trouve aussi l'équation différentielle dy égale à log 1 moins x divisé par x. C'est pas exactement ce qui est devenu le signe moins, mais c'est sans doute correct. Et si on regarde un peu la lettre, on peut voir déjà que la motivation initiale pour regarder cette fonction qui va aussi être importante pour nous aujourd'hui, c'est de regarder la valeur à x égale à 1, où on trouve effectivement la série 1 sur n au carré, qu'il s'agissait des sommets, donc c'était les problèmes des balles et qui ne sera résolu que un peu moins de 40 ans plus tard par Euler. Voilà, donc ça c'est la définition de la fonction dans les disques unités. Et ensuite, on peut utiliser l'équation différentielle pour faire du prolongement analytique. Donc, déjà, on peut écrire l'I2 de Z comme dans l'intégrale, je vais revenir à log de 1 moins Z. Donc, l'intégrale entre 0 et Z de log 1 moins t dt sur t. Et donc, ça permet, il faut choisir une branche du logarithme. Donc, si on fait par exemple une coupure entre 1 et l'infini sur la droite réelle, donc on peut définir on peut prolonger analytiquement au complémentaire de cette coupure en intégrant simplement par un schéma qui joint 0 et Z. D'accord? Alors, si vous regardez la formule intégrale, on peut aussi comprendre ce qui se passe quand on traverse la coupure. Donc, ça va ajouter 2 pi log Z à l'intégrale. Et du coup, pour avoir une fonction, in fine, on voudra une fonction univaluée avec les meilleures propriétés possibles. Et ce qui est donc raisonnable, c'est de regarder l'I2 de Z, qu'on sait qu'il va changer comme ça par 2 pi log Z. Et donc, si on fait plus I fois argument de 1 moins Z log Z, là, quand on traverse la coupure, on aura les changements avec signe opposé à cause de l'argument de 1 moins Z. Et du coup, cette fonction va être continue. Et en fait, il se trouve que celle qui a les meilleures propriétés possibles, c'est la partie imaginaire de cette fonction. Donc, les 10 logarithmes donc univalués ou uniformes, ça serait du bon français, n'est-ce pas, Sophie? Donc, c'est la partie... J'ai rien dit. C'est la partie imaginaire de cette fonction, donc qui va être notée dans cet exposé de DZ. Donc, c'est la partie imaginaire du coup, c'est la partie imaginaire de l'I2 plus argument de 1 moins Z fois log de la valeur absolue de Z. Ou, si vous voulez, c'est aussi la partie imaginaire de l'I2 de Z plus log de 1 moins Z fois log de valeur absolue de Z. Alors, c'est une fonction qui a été introduite par Bloch et Wigner vers la fin des années 70, il me semble. Et donc, qui s'appelle dans la littérature les 10 logarithmes de Bloch-Wigner. D'accord, donc ça va nous permettre d'avoir une version univaluée du logarithme. Et c'est celle-là qui va intervenir dans les formules, notamment pour la fonction θ. Pas encore. Donc,
Donc, en fait, ça définit une fonction de P1 de C moins 0,1 infini à valeur réelle, qui est analytique réelle. Et, ben, elle n'est pas différenciable en 0,1 et l'infini, mais elle est continue, hein, comme on a déjà dit. Et elle prend la valeur 0 en fait dans ces points. Donc 2 de 0 égale à 2 de 1 égale d infini égale à 0. Voilà. Et donc la propriété, bon, cette fonction a des propriétés assez extraordinaires. Donc elle satisfait des tas d'équations fonctionnelles. Et celle qui va nous intéresser particulièrement dans l'exposé, c'est une équation fonctionnelle à 5 termes qui est celle-là. Donc, si on prend x, y tel que les arguments sont bien définis, donc il faut éviter x égale à 1 ou soit interpréter ça correctement. Donc, cette différence de valeur du logarithme de Bloch-Wigner est égale à 0. D'accord? Donc, c'est une relation qui va revenir au long de l'exposé sous des formes différentes et qui va justifier plus tard l'introduction de certains complexes. Et donc, il est intéressant, on peut se demander d'où sortent ces combinaisons. Donc, par exemple, les termes qui sont là, c'est certainement pas la première chose qui vient à l'esprit de regarder. Et donc, il y a une façon plus suggestive d'y penser, qui est de regarder 4 points d'un P1. Donc, A, B, C, D, c'est des points d'un P1 de C. Et en fait, de regarder les dilogarithmes comme une fonction de ces 4 points à travers leur birapport. D'accord? Donc, là, j'ai noté R de A, B, C, D, les birapports définis par cette formule. Et à ce moment-là, l'équation sera écrite de façon peut-être plus parlante, comme somme alternée de i allant de 0 jusqu'à 4 de la valeur du logarithme en les birapports de 4 points. Donc, donc j'ai 5 points, j'enlève un point à chaque fois. Donc, comme ça, il me reste 4. Donc, je prends leur birapport, j'évalue les logarithmes, mais la somme alternée de ces évaluations, elle est 0. Donc, le rapport entre les deux formules, comme vous pouvez sans doute imaginer, c'est que si vous spécialisez celle-là au point infini 0, 1, x, y, on calcule les birapports et on retrouve exactement les arguments du dialogue qui sont là. Donc, Clément demain va avoir besoin des équations fonctionnelles un peu dans cet esprit pour des dilogarithmes, pour les analogues supérieurs du dilogarithme. Et il y a des généralisations, au moins au cas suivant, où on regarde des configurations, par exemple, de 6 points ou de 5 points d'un P1 et des invariants un peu du même goût que les birapports. Et ça donne lieu à des problèmes de géométrie projective qui dénoncent très élémentaires, mais pas du tout faciles à étudier. Donc, comment est-ce qu'on démontre cette égalité? Donc, il y a plusieurs preuves différentes. Je vais en mentionner une un peu plus tard. Mais une façon de la démontrer, c'est de calculer la dérivée et de voir que la fonction qui est là est constante. Donc, les côtés
Non, c'est le côté à gauche plutôt, non? Donc, il est constant. Ça, on voit en calculant la dérivée avec la formule explicite pour les logarithmes. Et ensuite, on peut par exemple évaluer un x égale y où on voit tout de suite que cette constante doit être nulle. D'accord. Bon, alors, pourquoi les logarithmes ou les logarithmes des blocs Wigner? Donc, j'ai expliqué deux endroits où il apparaît. Je croyais qu'on ne pouvait pas faire x égale y. Ça se donne un y sur x qui vaut 1. Et... Oui, j'ai dit que si on interprète les choses convenablement, c'est-à-dire D1 égale 0, ça marche aussi. Mais je pense qu'on peut spécialiser à d'autres valeurs si on veut absolument éviter ça. Et, puisque tu poses une question, j'avais oublié de dire que pour avoir des équations comme ça, c'est beaucoup plus convenable d'avoir la version univaluée du logarithme. Donc, il y a, bien sûr, il y a une telle équation pour les logarithmes multivalués définis par la série interne, mais elle est beaucoup plus compliquée à écrire. Et en particulier, de l'autre côté, il n'y a pas zéro, donc il y a pi carré sur 6, c'est plus des produits des logarithmes. Donc, ça c'est un autre avantage des versions univaluées, c'est les équations fonctionnelles deviennent plus claires. OK, donc je disais que j'ai présenté deux endroits où le logarithme apparaît. Donc, un, c'est en géométrie hyperbolique, l'autre, c'est en géométrie algébrique. Donc, je commence par la géométrie hyperbolique. Et là, il apparaît dans des calculs de volume. Donc, la situation est la suivante. Donc, on a l'espace hyperbolique H3. Donc, puisque c'est un exposé pour Bourbaki, je ne vais pas être blasphème, donc je vais mettre les 3 en 10 plutôt qu'en exposant. Et donc, H3, c'est l'espace hyperbolique. Là j'ai des dimensions 3. Donc là, je regarde les modèles qui s'appellent half space en anglais. Donc, les bords, c'est les plans complexes avec infini. Et donc, dans ces modèles, les géodésiques, c'est soit des droites verticales, comme ça, soit des demi-cercles qui sont dans des plans verticaux et qui ont bord dans C. Et de même, les plans géodésiques, c'est soit des plans verticaux, comme ici, soit des demi-sphères qui ont des bords qui sont des demi-cercles avec des extrémités dans C. D'accord? Donc, comme on l'a ici. Donc, avec cette notion de géodésique, de plans géodésiques, on peut former des tétraèdres. Et donc, il y a la notion de tétraèdre idéal. Idéal, ça veut dire que les sommets sont à l'infini. Je veux dire à l'infini de l'espace hyperbolique, c'est-à-dire dans les bords qui est P en DC, donc soit ici en bas, soit vers l'infini. Et donc, c'est un théorème que les volumes d'un tel tétraèdre est donné exactement par le logarithme des blocs Wigner du birapport entre les quatre points qui les définissent. D'accord? Donc, dans les cas où les points sont pris comme ça, infini, 0, 1 et z, on a dit que ça, c'est juste dz défini par la première formule. Et donc, c'est un calcul qui est essentiellement dû à Lobachevsky dans ces cas. Est-ce que je trouve vraiment très, très joli dans les sujets, c'est que donc on peut
si je mets les deux choses ensemble maintenant, dans le calcul du volume et l'équation fonctionnelle, on peut vraiment aller dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut d'abord démontrer que le volume est donné par une telle formule et ensuite déduire l'équation fonctionnelle. Donc, ça donne une preuve géométrique de l'équation fonctionnelle. Je n'ai pas essayé de faire le dessin parce que ça serait une catastrophe, mais l'idée, c'est maintenant, vous prenez 5 points, donc il faudrait ajouter un cinquième point là au dessin. Et donc, l'idée, c'est de regarder les volumes ou peut-être les tétraèdres eux-mêmes, les 5 tétraèdres qu'on obtient en choisissant 4 points parmi ces 5. Et on remarque que cette combinaison alternée qui est là, en fait, c'est les bords d'une 4 chaînes dans l'espace hyperbolique. Et donc, ensuite, en intégrant la forme volume, en appliquant un Stokes, on voit que cette somme de volume doit être 0. Donc, c'est une façon de faire, ou peut-être qu'on peut voir ça géométriquement juste en faisant les dessins. Donc, cette interprétation permet de démontrer l'équation fonctionnelle, si on veut. Mais on peut aussi aller dans l'autre sens. Et donc, c'est un résultat qui est dû à Bloch. Et en fait, ce qui fait Bloch, c'est bon, il faut y penser un peu. Non, ça c'est bon, l'analogue, par exemple, du fait que les géodésiques en géométrie hyperbolique, maintenant en 2 dimensions, on peut mesurer leur longueur comme les logarithmes d'un birapport. Donc là, on va à une dimension plus haute, c'est le 10 logarithme qui apparaît. Et de même que l'équation fonctionnelle f de x y égale à f de x plus f de y caractérise pas mal les logarithmes usuels, ben là, il y a un résultat que je vais annoncer qui a été montré par Bloch qui dit que à une constante près, le 10 logarithme va être la seule fonction sous certaines hypothèses qui vérifie une équation fonctionnelle comme ça. Donc, on peut l'énoncer comme ça. Donc, on regarde les fonctions mesurables. De P1 de C puissance 4 dans R, qui sont dans ce... Donc là, je peux faire agir PGL de C diagonalement. Et dans les fonctions qui sont invariantes pour cette action, invariante pour cette action, et qui vérifie la condition de cocycle somme alternée de f de x0, xi enlevé x4 égale 0. Mais en fait, ces fonctions forment un espace vectoriel réel de dimension 1. Forme un R vectoriel de dimension 1. Et bon, le 10 logarithme de Bloch-Wigner, si on l'interprète comme fonction de 4 points, en est une. Et toute autre fonction avec cette propriété, c'est un multiple constant. Donc, en termes plus savants, ce que ça dit, c'est que donc il y a un H3, donc une cohomologie des groupes du groupe GL de DC à coefficient réel, cohomologie continue. Ce groupe, en fait, il est de dimension 1. Il est isomorphe à R. Non, même si je ne vais pas tellement parler, c'est un résultat important parce que les régulateurs de Borel, par exemple, sur les 4 on peut aussi l'interpréter en termes de cette cohomologie des groupes.
et ça permet de les relier au dit logarithme. Bon, mais je disais que je voulais aller dans l'autre direction et donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'une fois qu'on connaît ces résultats, on peut aussi très bien se dire qu'en fait, les volumes d'un tétraèdre, c'est une telle fonction. Et donc, du coup, forcément, c'est un multiple constant du dit logarithme. Et ensuite, on les calcule dans un exemple et on voit que ces multiples, c'est égal à 1. OK, donc je pense que ça finit pour l'instant l'apparition en géométrie hyperbolique. Donc, je vais parler un peu des géométries algébriques maintenant. Donc, en géométrie algébrique, je pourrais dire théorie des périodes, théorie des motifs. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder les valeurs spéciales du dit logarithme, c'est-à-dire les valeurs des nombres algébriques. Donc, alpha, c'est un nombre algébrique. Et ces nombres sont des périodes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut les représenter comme l'intégrale d'une forme différentielle algébrique sur un cycle topologique, sur une variété définie par des équations algébriques. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, je vais vous montrer une qui est particulièrement chère à Clément et à moi. Et donc, on part de la représentation intégrale où on intègre sur les cubes ou les carrés, c'est rond au carré. Et donc, ce qu'on intègre, c'est alpha dx sur dy divisé par 1 moins alpha xy. D'accord? Bon, pour démontrer que cette formule intégrale, il suffit de développer 1 sur 1 moins alpha xy en série géométrique et puis calculer les intégrales. Et donc, quand on voit une représentation intégrale comme ça, donc, ce que ça suggère, c'est de regarder la géométrie suivante. Donc, on voudrait une variété algébrique dans laquelle c'est une forme différentielle. Et donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va regarder X. Donc, ça va être donc, comme on est en dimension 2, donc on va regarder les plans affines, coordonnées X, Y. Et pour avoir une forme qui n'a pas d'épaule, je vais enlever les lieux de zéro du dénominateur, c'est-à-dire les points tels que 1, c'est égal à alpha xy. Et donc, pour simplifier un peu la discussion, je vais en fait supposer que le module de alpha est plus petit que 1, ce qui n'est pas nécessaire pour savoir que c'est une période, mais ça va faciliter la tâche. Donc, dans ce cas, donc ça va être, si on définit la variété comme ça, donc là, j'aurai deux formes sur cette variété. Et donc, il faut regarder maintenant le cycle d'intégration à l'aide du jaune. Et le cycle d'intégration n'est pas, visiblement, n'est pas fermé, donc il est en bord. Et du coup, on va regarder une sous-variété qui contient ces bords, qui va être simplement l'intersection de D avec X. Donc, qu'est-ce que c'est D? D, c'est l'union des quatre droites X égale 0, X égale 1, Y égale 0, Y égale 1. D'accord? Donc, si je regarde les droites comme ça, les carrés a bien un bord qui est contenu dans ces droites. Et l'hypothèse que j'ai faite sur alpha me dit en fait que l'hypersurface que j'enlève, elle est là. D'accord? Donc, elle va pas interagir avec les carrés. C'est pour ça que j'ai fait cette hypothèse. Et alors, ce que la géométrie suggère, c'est donc de considérer un espace de cohomologie qui est donc, regardez la cohomologie,
Bon, d'abord, la topologique, ça sera la cohomologie singulière des points complexes de X relatifs à cette sous-variété qui va contenir les bords. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir voir les carrés comme une classe d'homologie. Donc là, je vais avoir une classe d'homologie qui est les carrés. Et ensuite, même chose pour la cohomologie de RAM. Donc, j'ai regardé H2 de RAM de X relatif à D inter X. Donc, c'est des formes, donc c'est représenté par des formes algébriques sur X dont la restriction à cette sous-variété est exacte. Et là, j'ai une classe particulière qui est l'intégrande, que j'ai appelée oméga. D'accord, donc oméga définit une classe de cohomologie ici. Et ensuite, il y a un accouplement entre ces deux espaces qui est donné par l'intégrale et qui, dans les cas qui nous intéressent, va donc produire l'intégrale d'oméga sur les carrés, qui est exactement l'I2 de alpha. D'accord, donc si vous voulez, cette petite explication que j'ai donnée montre qu'en fait, l'I2 de alpha, c'est ce qu'on appelle une période d'une... bon, allez, on y va, d'un motif. Okay. Donc, une fois qu'on sait ça, donc on peut regarder un peu plus en détail ces groupes que j'ai écrits. Et il se trouve qu'ils sont de dimension 3. Donc, il va y avoir une matrice de cet accouplement de périodes qui est 3 fois 3. Donc, on a décrit un coefficient de la matrice. Et donc, voici la matrice complète. Donc, là, quand j'intègre sur les carrés, donc ce qu'on a décrit, c'est l'I2 de alpha. Donc, ça, c'est l'intégrale d'oméga. Ensuite, calculer une base de formes différentielles n'est pas très, très compliqué. Donc, dx, dy, ça définit une classe dont l'intégrale sur les carrés, c'est 1. Bon, un peu moins évident, c'est que si on regardait alpha comme un paramètre, donc on fait la dérivée par rapport au paramètre de cette forme, ça va définir une classe aussi. Donc, ce qu'on trouve, c'est alpha dx, dy, divisé par 1 moins alpha xy au carré. Et donc, quand j'intègre, je trouve l'I1 de alpha. Et bon, là j'ai un choix de base que, bon, peu importe, je pourrais vous le décrire. Mais pour un choix convenable, ce qu'on va trouver, c'est 0, 0, 2 pi, 0, 2 pi log de alpha et 2 pi au carré. D'accord? Et donc, une fois qu'on a écrit la matrice de période, en fait, on voit qu'elle a une forme très particulière. Donc, déjà, c'est une matrice triangulaire supérieure avec des puissances de pi sur la diagonale. Et donc, ces puissances de pi sont bon, 2 pi, c'est la période du H1 des gemmes. Et donc, en général, quand on voit ces puissances de 2 pi dans la diagonale, les matrices triangulaires supérieures, ce que ça montre, c'est qu'il y a les groupes de cohomologie qu'on regarde ou les motifs, c'est en fait une extension. Donc, il faut que j'ajoute une page maintenant. Comment on fait ça? Comment je fais pour ajouter une page? Ça fait quoi le bouton plus qui est en haut à droite? Celui-là? Un intérêt de page. Vue, peut-être. Page unique, non? Ah, voilà.
Désolé. Donc, ajouter une page. OK, donc cette discussion dit en fait que donc on a une extension de motif de tête Q de 0, Q de moins 1, Q de moins 2. Bon, c'est pas du tout important pour cet exposé si c'est des mots qui ne vous disent rien du tout. Mais donc, ce que je voulais dire en géométrie algébrique, dans l'étude des motifs et de la période, c'est d'une certaine manière les périodes plus simples qui apparaissent. Et donc, on essaie de comprendre un peu les extensions. Et dans les cas où il y a Q0, Q-1, Q-2, ben, ils sont donnés par des matrices comme ça. Et donc, ce que je vais raconter, même si ça ne sera pas complètement apparent, donc les jeux va consister à trouver des combinaisons linéaires convenables de alpha, telles que ce qui résulte pour les dilogarithmes, c'est aussi une période d'un motif, mais ce motif est plus simple, c'est-à-dire ne contient pas cette partie Q de moins 1. Donc, ça va être quelque chose de dimension 2 qui sera une extension de Q de 0 par Q de moins 2. Et ce qu'il y aura ici, ça sera un multiple de la fonction θ du corps des nombres. Voilà, donc j'essaie d'aller dans cette direction maintenant. Donc, d'une certaine manière, l'exposé recommence. Donc, si des gens se sont perdus avec la cohomologie, vous pouvez revenir avec moi maintenant. Donc, on va parler des fonctions θ de Dedekind maintenant et du rapport avec les dilogarithmes. Dans les cas les suivants, f, c'est un corps de nombres. Et donc, on va regarder, donc OF, c'est l'anneau de Sentier. Je vais donner un exemple dans un instant. Et donc, on va regarder la fonction θ de Dedekind de ces corps. Donc, c'est une fonction de la variable complexe S qui, dans les cas où f égale à Q, donne la fonction θ de Riemann. Donc, la fonction θ de Riemann est définie comme une somme de 1 sur n puissance s. Et donc, il faut passer à n comme les générateurs des idéaux de Z, qui est l'anneau entier de Q. Et donc, en général, pour un corps de nombres quelconque, ce qu'on fait, c'est on regarde une somme indexée par les idéaux de l'anneau de Sentier. Donc, ça, c'est des idéaux non nuls, Sophie. Et donc, ce qu'on somme, c'est... Mais je ne suis pas gabeur. Ce qu'on somme, c'est 1 sur la norme de cet idéal puissance S, où la norme, en fait, elle est définie comme la taille donc, quand on fait les quotients de l'anneau de Sentier par cet idéal, on trouve un corps fini. Donc, c'est la taille de ces corps. Okay, donc, c'est une fonction qui converge absolument pour partie réelle de S plus grand que 1. D'accord, on va s'intéresser à la question de quelle est la valeur, comment exprimer la valeur de cette fonction en S égale 2 pour cet exposé. Donc, S égale 3, ça va peut-être passer un peu sous les tapis, malheureusement, et demain, ça sera S égale 4. Donc, j'ai encore besoin d'une page. Oui, donc j'ai dit que j'allais donner...
suis pas encore très doué comme vous voyez. Quand je fais pour l'enlever, j'ai fait 1. Voilà. Donc, oui, un exemple. Donc, un cas déjà très intéressant pour ce que je vais raconter, c'est le cas d'un corps quadratique imaginaire. Donc, un corps de la forme Q racine de moins D, où D c'est positif sans facteur carré. Et donc, j'ai choisi des sortes que c'est les plus petits D pour lesquels ça s'injecte ça se plonge dans les corps cyclotomiques des racines d'unités d'ordre D. Et dans ce cas, bon, la note de Sentier, vous pouvez le décrire facilement, donc ça dépend un petit peu de la congruence de D modulo 4. Et la fonction θ de Dedekind s'exprime, c'est un produit de deux fonctions. Donc, il y en a une qui est la fonction θ de Riemann, que j'ai noté comme ça parce qu'elle est associée au corps Q. Et l'autre, c'est une série de Dirichlet. Et donc, c'est la série de Dirichlet. Associée au caractère qu'on construit de la façon suivante. Donc, on a les groupes de Galois du corps cyclotomique. Donc, ils s'identifient canoniquement aux éléments inversibles de cette modulo D. Et donc, par restriction, je trouve des morphismes des corps de F. Et donc, comme c'est une extension de degré 2, ça s'identifie à plus ou moins 100. Et donc, comme ça, j'obtiens un caractère. Et c'est ces caractères, c'est par rapport à ces caractères qui est calculée la fonction L ici. Donc, il y a quelque chose qu'on peut décrire complètement explicitement. Donc, c'est essentiellement un produit des symboles de légende. Donc, dans ce cas, on va regarder la valeur en 2. Donc, là, ça sera des informations connues. Donc, ça sera pi carré sur 6. Et donc, il s'agit d'écrire en fait cette valeur de L en termes de dilogarithme. Et quelque chose qui n'est pas très compliqué, c'est d'écrire, comme vous voyez, c'est une série où les coefficients sont des fonctions périodiques de n. Donc, on peut en fait écrire cette fonction comme une combinaison de racines de l'unité d'ordre n. Et remplacer qui de n par cette combinaison, et ça donne immédiatement une formule pour la fonction L en termes de dilogarithme évalué dans des racines de l'unité. Mais ce qui va nous intéresser, nous, et ce qui est dans les contenus de la conjecture de Saguet, c'est de trouver une formule où on n'évalue pas dans un corps qui peut être beaucoup plus grand, comme dans ce cas, mais dans le corps lui-même. Et donc, c'est très facile d'écrire ça en termes de dilogarithme des racines d'unité, mais c'est beaucoup moins facile d'écrire ça comme des dilogarithmes des éléments du corps lui-même. Et donc, ça va être l'objectif. Donc, très bien. Donc, la question, c'est quelle est la valeur de la fonction θ de Dedekind d'un corps de nombre AS égale 2. Et pour énoncer dans les théorèmes, on va introduire ces complexes où donc on regarde des combinaisons linéaires d'éléments de P1 F moins 0,1 à l'infini. Donc, j'ai écrire X, la classe de X pour un tel élément. Et donc, on les envoie. Donc, c'est une application à valeur dans la puissance extérieure seconde de F étoile. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est un ensemble de combinaisons linéaires. Donc, c'est combinaisons linéaires d'éléments de la forme X wedge Y, avec X et Y dans
F inversible et qui sont, donc il y a deux contraintes. Une, c'est les caractères alternés, donc x ou x égale à 0. Et l'autre, c'est, donc ça, c'est les quotients par cette relation de f tenseur, non, f étoile tenseur f étoile sur z. Et donc, il y a la relation x1, x2, wedge y. C'est pareil que x1, wedge y plus x2, wedge y. À laquelle on met un peu de temps à s'habituer dans des calculs parce que ça mélange l'addition et les produits. Et donc, là, la structure des groupes, c'est pour les produits. Et donc, c'est facile de faire des bêtises si on n'a pas ça bien en tête. Donc, ça, c'est les groupes d'arrivée. Et donc, on envoie X vers ce que j'ai écrit comme ça pour faire comme dans le texte de Clément. Donc, c'est moins 1 moins X, wedge X. Et donc, ce qu'il faut penser, la raison pour laquelle on fait ça, donc, à cause de cette relation, les moins X, je ne sais pas si... C'est en tout cas comme ça que je me rappelle. Donc, les moins X, c'est pareil que faire 1 sur X de l'autre côté. Et les 1 moins X là, il doit faire penser au log de 1 moins X. Et donc, en fait, donc, ce qui est là doit faire penser à l'équation différentielle donc d de l'I2 égale à log ou moins log de 1 moins X divisé par X. D'accord? C'est une façon combinatoire de se rappeler de cette équation différentielle. OK, donc on va regarder ces complexes. Donc, j'ai dit que les complexes étaient faits un peu pour se rappeler des propriétés du logarithme. Et en fait, si on regarde l'ensemble des éléments ici, donc ils sont combinaisons linéaires des éléments de cette forme, donc classe de x moins classe de y, etc. Donc, c'est exactement les arguments de la relation à 100 termes pour les dix logarithmes. Donc, c'est un exercice rigolo, immédiat et rigolo, si vous mettez les bonnes relations, de vérifier qu'en fait, tous ces éléments sont envoyés vers 0 par cette flèche delta 2. Et donc, c'est un espace qui, je vais appeler ici l'espace de relations dilogarithmiques. Et donc, on aura des généralisations demain à des relations polylogarithmiques qui seront beaucoup plus compliquées que celles-là. Donc, pour l'instant, je signale juste qu'à cause de cette propriété, que tous ces éléments s'envoient vers 0, en fait, l'application de tout à l'heure factorise par R2 de F. Et donc, c'est en fait ça, les complexes, les complexes à deux termes qui va nous intéresser. OK, donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut maintenant pour énoncer les théorèmes de Saguier, qui est donc le début de l'histoire de la conjecture de Saguier. En fait, j'aimais plus des points qui sont très longs, en fait, parce que Saguier a démontré une forme de ce théorème moins précise et qui n'est pas, en fait, exactement comme je vais l'écrire. Et donc, pour démontrer la forme précise que j'ai donnée, en fait, il faut utiliser
Donc, lui, il a fait ça avec la géométrie hyperbolique. J'espère pouvoir en dire un mot. Et donc, pour démontrer la forme précise que j'ai donnée là, il faut utiliser des résultats des cas théorie. Et donc, c'est le travail de Bloch, de Suslin, de Dupont, de Chat, un autre Dupont qui est celui de demain. Et puis, à ma connaissance, la preuve d'énoncé que je vais écrire a été écrite par Goncharov par la première fois dans son papier de 95. Donc, ça dit la chose suivante. Donc, on a un corps de nombres comme tout à l'heure. Donc, F, corps de nombres. Donc, on peut regarder les plongements de ces corps dans R et dans C. Donc, je vais noter R1 les nombres de plongements réels. 2, R2 les nombres de plongements conjugués et complexes. Plongement complexe tout court. Complexe non réel. Sophie. Et donc, je vais noter sigma 1 jusqu'à sigma R2. Donc, R2 plongements non réels qui ne sont pas 2 à 2 conjugués. D'accord? Et donc, à ce moment, le théorème dit qu'il existe des éléments Si1, Si R2 dans les noyaux de cette application delta 2. Okay, donc je vous rappelle, c'est l'application qui va là du... Bon, pour ce que je vais faire, il vaut mieux de ne pas les prendre parmi les relations. Donc, ça va être des éléments qui définissent des classes non nulles dans l'équation. Et donc, tel que la valeur de la fonction θ en 2, donc un multiple rationnel près, elle est donnée par donc une puissance de pi qui est 2 fois R1 plus R2, un rationnel, un algébrique quadratique qui est juste la racine carrée du discriminant, de la valeur absolue du discriminant du corps. Donc, ça, c'est le discriminant. Et ensuite, un déterminant. Je vais faire un peu de place. Donc, déterminant de quoi? Donc, du logarithme de Bloch-Wigner à sigma i. Donc, sigma, je vous rappelle, c'est le plongement de si j. D'accord? Donc, i et j allant de 1 jusqu'à R2. Voilà, c'est une formule qui permet d'exprimer la valeur de la fonction θ en 2 comme un déterminant des valeurs du logarithme de Bloch-Wigner et ces valeurs sont prises dans des points à valeur dans les corps en question. Hein. Rappelez-vous, là, on travaille sur les corps F et qui en plus sont dans les noyaux de cette application. C'est-à-dire, c'est des combinaisons linéaires d'éléments qui satisfont à moins cet élément où l'élément égale 0. OK. Donc, excuse-moi, Javier, c'est vraiment R2 ou R1 plus R2? Si le corps est totalement réel, il y a le déterminant. Oui, donc si le corps est totalement réel, en fait... la matrice, ça fait 1 à droite, le déterminant. Donc là, je vais avoir une matrice vide, déterminant vaut 1. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est le théorème de Siegel-Klingen qui dit que la valeur est un multiple rationnel de pi. Encore. Ça, c'est mon remarque. Donc, si 2 égale 0, c'est le théorème de Klingen-Siegel. Donc, dans ce cas, il n'y a pas ce terme-là. OK. Donc, j'ai donné un exemple, mais peut-être je vais le sauter. Donc, je vous dis 2 mots sur l'origine de la formule. Donc, ou en tout cas, ce que j'ai compris moi en regardant les papiers.
Donc, il y a une première source, c'est la généralisation de la formule analytique du nombre de classes de Dirichlet. Et bon, ça fait un peu de mal au cœur d'appeler comme ça la formule que j'ai écrite parce que cette formule, comme le nom l'indique, c'est une formule qui vise à calculer le nombre de classes. Et donc là, je l'ai mis parmi les facteurs rationnels. Mais bon, peu importe. Donc, c'est une formule qui donne dans la fonction θ un pôle, S égale à 1, et ça donne son résidu. Donc, c'est un pôle simple. Donc, c'est une formule pour cette limite. Donc, c'est une formule exacte, mais j'ai juste écrit la partie transcendante pour faire les liens avec Saguier. Et donc, on trouve un terme un peu du même style. Maintenant, c'est pi puissance R2 divisé par les discriminants. Et ensuite, il y a un déterminant de log de sigma i. Et maintenant, il y a presque tout le prolongement de certains éléments. Et donc, ces éléments sont dans ces cas. Donc, le EJ, c'est une base. Donc, c'est une base de O et F. Donc, les éléments inversés, les unités dans OF modulo torsion. D'accord, qui par les théorèmes que Dirichlet a découvert pendant une messe de Noël à la chapelle Sixtine. Donc, c'est un groupe libre exactement de ces rangs-là. Donc, la valeur S égale 1, c'est exprimé par des logarithmes des unités. Et donc, la valeur S égale 2, c'est exprimé par des 10 logarithmes de ces éléments dans les noyaux de delta 2. Donc, ça, c'est une première source. Donc, une deuxième source, c'est retour sur la géométrie hyperbolique. Et donc, c'est le cas des corps quadratiques imaginaires. Donc, si on a un corps quadratique imaginaire F, de la forme Q de racine de moins 2, donc PSL2 de l'anneau de Sentier, c'est un sous-groupe discret de PSL2 de C qui agit dans l'espace hyperbolique. Et dans les quotients une trois variétés hyperboliques dont le volume est calculé par une formule célèbre de Humbert vers la fin du 19e, je pense. Et ce volume est, encore une fois, un facteur toujours du même type près, est donné par la valeur en 2 de la formule de la fonction θ de Dedekind. Et donc ça, c'était vraiment, je pense, la motivation de Saguier. Parce qu'ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder cette variété hyperbolique. Et donc, elle admet une triangulation par des tétraèdres idéaux. Donc, à sommet dans P1DF. Et on peut montrer que les sommets donc déjà comme les volumes de ces idéaux est donné par les logarithmes des blocs Wigner, donc ça va permettre d'écrire ces volumes comme une somme de logarithmes. Et ensuite, en regardant la triangulation, en fait, on peut montrer que les sommets satisfont exactement cette propriété qui dit qu'ils vont définir des éléments dans les noyaux de la différentielle de cette flèche. Et donc, en fait, ce qu'a fait Saguier dans son premier papier, ça a été de généraliser cette construction à un corps de nombre quelconque où il ne faut pas simplement regarder H3, mais plusieurs copies de H3 en fonction du nombre de plongements complexes. Et donc, remplacer ces groupes par un autre sous-groupe discret, plus compliqué à définir. Mais encore obtenir des formules de volume et à partir de ces formules, faire les ponts avec une fonction qui est très proche de 10 logarithmes.
Donc, j'ai fini juste dans quelques dessins que j'ai piqués à Herbert Gangel. Donc, c'est le cas où les coordonnées c'est Q de racine de -2. Et donc, c'est ça qui rassemble un domaine fondamental et une triangulation par des tétraèdres hyperboliques. Donc, là, on voit les sommets. Et c'est à partir de ce genre d'images qu'on peut écrire explicitement des éléments dans ces noyaux. D'accord, bon, je pense que je vais m'arrêter là, vu qu'il est 6h30 pile. Et je serai content de répondre à des questions s'il y en a. Bravo. Merci beaucoup, Javier. C'est chouette de savoir que, alors qu'on est tous épuisés, il y a des choses qui sont inépuisables. Et peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient poser quelques questions. Moi, j'ai une question très bête. Il est notoirement intéressant d'étudier l'inverse du logarithme. Et qu'en est-il du dit logarithme alors? J'en sais rien. Hein. Là, je suis déçu, hein, Javier. Non, je sais. Non, il faudrait que je réfléchisse. C'est pas des choses que j'ai vues dans la littérature, en tout cas. Et une autre question, pendant que j'y pense, pendant que je suis là, est-ce qu'il y a des conjectures sur la valeur du nombre rationnel dans ton équivalence pour zeta f de 2 J'ai bien compris, tu voulais un analogue de la fonction exponentielle pour les dit logarithmes, non? Oui, bien sûr. Oui. Bon, ça devrait beaucoup m'intéresser comme question. Je vais réfléchir. Il y a, oui, donc il y a des conjectures dans ce... Bon, j'ai réussi à faire tout l'exposé sans prononcer les mots K-théorie. Non, tu l'as dit un moment. Tu l'as dit K-théorie. Ça a fait sourire Antoine, même, j'ai remarqué. D'accord, mais je n'ai pas écrit des catégories. Donc, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est de la catégorie, bien sûr. Et donc, qu'on voit, en fait, donc, on voit dans ces complexes. Donc, là, c'est un complexe à deux termes. Et au moins, dans CRQ, et pour les coordonnées, les noyaux de... Bon. Les conoyaux, déjà, sont tensorisés, c'est les K2 de Milnor. Et les noyaux tensorq pour les coordonnées, c'est les K3. Et donc, un peu la raison pour laquelle les dit logarithmes apparaissent là, c'est que c'est des régulateurs sur les K3. Et il y a les travaux de Borel qui relient ça à la fonction θ. Et donc, on s'attend à ce que les nombres, les facteurs rationnels qui apparaissent soient à peu de choses près des quotients de l'ordre de la torsion dans ces groupes de catégories. Donc, déjà, si j'avais écrit dans les cas... si j'avais écrit correctement la formule, donc on aurait vu apparaître les nombres des unités, donc qui est la torsion dans l'anneau de Sentier. Et on aurait aussi vu apparaître les nombres de classes, donc qui est les cardinales de pic 0. Et donc, c'est ce genre de choses qui devraient apparaître en général dans cette conjecture de Bloch-Kato d'ordre de torsion des catégories. Ok, merci. Bon, j'ai répondu à 1 sur 2, c'est pas mal. C'est pas pire. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que j'en pose moi. On entend souvent parler du dit logarithme de Rogers, je crois. Oui. Est-ce qu'il était présent aujourd'hui?
Alors, je ne saurais pas, désolé Sophie, je ne saurais pas te dire 100% les liens, mais Moi, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Hein. en fait, c'est une variante donc j'ai dit que quand on écrit cette équation fonctionnelle, si on l'écrivait pour l'I2, donc elle va être beaucoup moins propre. Et donc, il y a des termes, donc il y a pi carré sur 6, des produits de logarithmes qui apparaissent. Et on peut vérifier facilement, mais parce que le dilogarithme de Rogers, c'est une version où c'est l'I2 plus des termes de ce type. Donc, donc oui, j'imagine que j'aurais par exemple pu énoncer l'équation fonctionnelle pour cette fonction. Parce que j'ai le papier de Saguet ici. Est-ce qu'il y a le dilogarithme de Rogers? Est-ce qu'on connaît la réponse de Bernoulli à Leibniz? Je ne suis pas allé regarder la réponse. Il faudrait. On a toutes les lettres, donc ouais, c'est facile à. Je ne sais pas s'il lui posait vraiment des questions ou il lui disait ce qu'il savait faire. Alors, est-ce qu'il est? Voilà, donc c'est cette formule-là. Si tu mets la caméra, donc. D'accord. Non, c'est exactement c'est l'I de dx plus 1 demi log x log 1 moins x. Et c'est exactement les types de termes qui apparaissent de l'autre côté. Donc, je vous ai raconté S égale à 2. Donc, Goncharov a démontré le cas S égale 3 en utilisant les trilogarithmes à la place du dilogarithme. Et il a surtout initié un programme pour étudier la catégorie des corps de façon explicite en lien avec la géométrie projective. Et donc, récemment, avec Rudenko, ils ont réussi à démontrer la conjecture pour S égale 4, ce qui, comme je pense nous explique là Clément Demas, c'était un peu un test vraiment important parce qu'on voit, on commence à voir des phénomènes très différents pour S égale 4. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? J'ai une question de naïf, si je peux me permettre. Vas-y. Quand tu as défini le dilogarithme, tu as pris la partie imaginaire pour qu'il soit uniforme. Oui. Et dans ce cas-là, ça fait disparaître le pi 2 sur 6 en S égale 1. C'est bien dommage, non? Donc, il faut bien qu'il revient quelque part. Si on voulait comprendre le zeta de 2. C'est à des deux. Ouais, donc, du point de vue de l'histoire que j'ai racontée aujourd'hui, je ne sais pas si on les voit tellement parce qu'en fait, bon, est-ce qu'on fait, par exemple, du point de vue algébrique, là, ce qu'on fait, c'est de construire des extensions qui ont, donc on voudrait une extension qui a une matrice du type 1 de pi au carré et c'est à f de 2, ce genre de choses. Mais ce qui se passe pour θ de 2 ou en général pour des corps quadratiques réels, c'est que comme c'est un multiple rationnel de ce qui est en bas, c'est l'extension triviale. Donc, je ne sais pas si on voit tellement cet A des deux dans ce contexte. Avec, ouais.
Oui. L'autre remarque, c'est que est-ce qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui écrivent à d'autres mathématiciens avec un en-tête aussi fabuleux que Leibniz, Saint-Bernouilli? On a perdu les bonnes femmes. Hein. C'était quel Bernoulli d'ailleurs? C'est Johannes. Ah. Ça, j'ai dû investiguer pour trouver la lettre. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de remercier encore une fois Javier pour ce super exposé. Et on se donne rendez-vous demain à 14h pour l'exposé de Clément. Et à 10h30, il y aura Kęstutis Cisnavicius qui nous parlera aussi des travaux de Collard. Donc, je vous donne rendez-vous à tous demain. Merci encore, Javier.